Monsieur Lamy. Ministre de la Ville. Monsieur le sénateur maire, cher Gérard Collomb, monsieur le préfet, monsieur le président de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, monsieur Garnier, mesdames et messieurs, je tiens avant tout à vous remercier de m'avoir convié à prendre la parole à l'occasion de votre 8e congrès national. Mais avant même de vous délivrer quelques messages, je voudrais vous remercier également d'avoir organisé ce congrès ici à Lyon. Voilà, et je voudrais faire écho aux paroles de Gérard Collomb, puisqu'il parlait de la politique de la ville telle qu'elle est menée ici dans le Grand Lyon. C'est une communauté que je cite toujours en exemple, parce qu'effectivement, c'est construit ici, et je n'oublie pas qu'il y a 30 ans, c'est de la région lyonnaise qu'est partie la marche pour l'égalité. Depuis ces décennies, c'est construit effectivement ici à Lyon une politique de la ville qui a été cohérente, qui était collégiale, qui a été contractuelle, avec des axes où effectivement on a compris que pour pouvoir désenclaver les quartiers, il fallait installer des transports en commun, qu'il fallait tirer ces quartiers vers le haut en installant non seulement des lieux de diffusion culturelle, mais également des lieux de création culturelle, et que particulièrement, si on s'est attaqué à la rénovation urbaine dans le Grand Lyon, on s'est attaqué aussi au sujet majeur, celui de la mixité sociale, en organisant effectivement l'offre de logement pour que dans ces quartiers, petit à petit, on sorte du ghetto pour arriver sur des quartiers mixtes. Donc je voulais une fois de plus saluer l'action de Gérard Collomb et l'action des élus du Grand Lyon, parce que ici, et tu avais raison Gérard de rappeler ce qui se passait en région parisienne, où on a construit des intercommunalités juste pour rejeter les communes d'à côté et mettre ensemble les communes les plus défavorisées. Ici, tu as su construire une intercommunalité de solidarité. Et lorsqu'on va maintenant dans l'agglomération lyonnaise, on voit tout simplement donc la différence. Donc merci d'avoir organisé ce congrès ici à Lyon. Merci de m'avoir invité à ce 8e congrès national. Je sais ce que représente la tenue d'un congrès, vous l'avez rappelé, cher Pierre Garnier, ce que représente la tenue d'un congrès dans l'histoire des centres sociaux. C'est un long travail préparatoire que vous avez mené en France depuis 3 ans pour permettre que s'ouvre dès demain un nouveau cycle dans la vie de la Fédération. Je sais aussi que vos congrès ont toujours été enracinés, non pas dans l'actualité immédiate, mais dans une analyse des mouvements profonds de notre société pour pouvoir trouver les réponses adéquates. Permettez-moi de saluer cette méthode qui maintient à juste distance la pression de l'immédiat pour se concentrer sur les lignes de faille de notre société. Ces lignes de faille, ce sont bien elles qui nous réunissent aujourd'hui, elles qui sont la raison première de notre engagement militant, de notre engagement bénévole ou professionnel. Depuis 2007 et le début d'une longue crise financière, économique et sociale, ces points de fragilité de notre société se sont fortement aggravés, rendant plus que jamais nécessaire la mobilisation des politiques publiques de cohésion sociale aux côtés des politiques de redressement économique. C'est bien l'ambition et l'engagement de la présidence de François Hollande, retisser le pacte républicain, rebâtir le contrat social, en menant avant tout une bataille sans relâche pour l'emploi, en relançant le dialogue avec l'ensemble des acteurs de la démocratie et en garantissant la pérennité des principes de notre système social. La situation sociale de notre pays, vous la connaissez bien. Les centres sociaux, je le sais, sont implantés historiquement là où cette multiplication de difficultés se présente. Ce n'est pas pour rien que la moitié des centres sociaux se situent en territoire de la politique de la ville.
Et si je n'oublie jamais que l'égalité du territoire, le ministère auquel j'appartiens ne doit pas opposer, mais relier les milieux urbains et ruraux, on doit aussi considérer avec la plus grande attention qu'à l'intérieur de nos villes, les écarts n'ont pas cessé de s'accroître entre les quartiers, entre les villes, entre les agglomérations. Et de plus, les habitants des quartiers populaires sont les premiers à ressentir la conséquence des crises et les derniers, malheureusement, à bénéficier des embellis. C'est l'enjeu de la réforme de la politique de la ville que je souhaite engager maintenant. La reconnaissance par ce pays, par l'ensemble des politiques publiques qu'il existe des fractures territoriales, fractures entre les villes, fractures à l'intérieur des villes, et qu'on ne peut pas appliquer les politiques publiques de manière totalement indifférenciée. Ce n'est plus possible, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est un des enjeux majeurs. Si on veut rétablir l'égalité républicaine, eh bien, il va falloir faire plus, là où pendant des années, on en a fait moins. Mon premier objectif, donc, dans cette réforme, c'est de comprendre où sont les concentrations de pauvreté dans ce pays. J'ai organisé une large concertation entre octobre 2012 et janvier 2013 avec quelques 200 acteurs de la politique de la ville dans toute leur diversité. Et je voudrais remercier les centres sociaux d'y avoir activement participé, bien entendu dans l'ensemble des groupes de travail que j'ai organisés au niveau national, mais également sur le terrain, en participant à travers des cahiers d'acteurs à cette dynamique qui s'est engagée pendant ces trois mois. Ce fut une dynamique importante et pour moi d'ailleurs une révélation. C'est que, comme je le dis souvent, l'engouement pour la politique de la ville est certainement inversement proportionnel au montant de son budget. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Tout simplement, et c'est l'image un peu de ce que vous organisez vous-même à l'intérieur des quartiers, c'est que c'est certainement la seule politique publique qui contractualise, organise les dynamiques, organise les partenariats entre l'État, entre les élus et les associations, entre les associations elles-mêmes, et que cette politique dynamique, elle s'organise autour d'un diagnostic territorial qui est le plus fin possible. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que les élus sont très très attachés des fois à rester en politique de la ville, alors que j'explique que bien entendu l'objectif pour une ville, c'est pas d'être en politique de la ville, c'est bien entendu d'en sortir. Voilà. Mais je sais que le chemin sera encore long, et pour cela, il faut que l'on parte d'une géographie prioritaire, c'est-à-dire d'une carte de la politique de la ville, des concentrations de pauvreté, qui soit la plus précise possible. C'est ce qui se fera dans les prochaines semaines. Nous sommes en train de travailler à l'issue suite à la concertation, à la définition de ces cartes, en retenant un critère unique. Parce que la politique de la ville, elle s'est segmentée, elle s'est, au fil des années, superposée. C'est une des politiques où on n'a jamais rien supprimé. Ni aucun zonage, ni aucun plan. Et donc, nous nous retrouvons dans une situation où nous avons 751 zones urbaines sensibles, 2492 quartiers en contrat urbain de cohésion sociale, 100 zones franches urbaines, 416 zones de redynamisation urbaine. Bref, un enchevêtrement qui rend totalement illisible notre politique et qui, par ailleurs, permet un saupoudrage des crédits de la politique de la ville qui devient maintenant totalement insupportable. Si nous voulons vraiment nous attaquer aux concentrations de pauvreté, il faut s'en donner les moyens à une période où l'argent public se fait plus rare. Et donc, je souhaite pouvoir aboutir à une carte qui soit la plus transparente, la plus objective possible, pour qu'ensuite nous puissions organiser notre travail commun pour lutter contre ces concentrations de pauvreté. Ça supposera de mobiliser ce qu'on appelle le droit commun. Je ne sais pas si c'est un terme que vous utilisez fréquemment à l'intérieur des centres sociaux, mais en tout cas c'est une formule que j'ai découverte en devenant ministre de la ville. L'enjeu pour les prochaines années, c'est pas
forcément d'augmenter le budget de la politique de la ville. Certes, si effectivement le Premier ministre m'annonçait le doublement de mon budget, j'en serais le premier heureux, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de mobiliser l'ensemble des politiques publiques à l'intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le rapport de la Cour des comptes, qui est sorti en juillet 2012, le montre parfaitement. Ces 10 dernières années, on en a fait moins dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville que dans les autres quartiers. Et ça, c'est une situation qui n'est pas admissible. Donc l'enjeu de la réforme, l'un des 2 enjeux prioritaires pour moi, c'est effectivement de lever ce fameux droit commun, de faire que les politiques publiques s'organisent, voire même se territorialisent, de façon à répondre aux enjeux. Pour cela, j'essaye d'employer 2 outils. D'une part, c'est les conventions que je suis en train de signer avec l'ensemble de mes collègues. J'interroge chacun des ministres concernés par la politique de la ville pour leur demander ce qu'ils comptent faire pour les quartiers prioritaires. Et comme je suis un pragmatique, je sais que les engagements tiennent mieux dans la durée lorsqu'ils sont écrits. Et donc, nous sommes en train de signer des conventions. 5 d'entre elles sont déjà signées. D'autres vont l'être au courant de l'été pour que, petit à petit, on flèche des moyens supplémentaires vers ces quartiers en difficulté. Ce fut le cas avec les emplois d'avenir, où 30 000 emplois d'avenir sur les 100 000 sont fléchés vers les quartiers prioritaires. Ce sera le cas aussi avec les créations d'enseignants pour le système plus de maîtres que de classes ou pour la scolarisation des 2-3 ans. Et ce sera le cas aussi pour l'ensemble des partenaires et opérateurs de l'État, puisque prochainement, les agences régionales de santé, Pôle emploi, les procureurs de la République pour les actions de prévention, les bailleurs ou encore les recteurs seront également signataires des contrats de ville, ces nouveaux contrats de ville uniques qui vont permettre d'organiser le travail de la politique de la ville sur 6 ans à partir des futures élections municipales. Cette réforme, elle se traduira par un projet de loi que je déposerai au Conseil des ministres et dès le mois de juillet. Il sera débattu à l'automne de façon à ce que chacun des acteurs de la politique de la ville, élus bien entendu, responsables associatifs, simples citoyens, j'y reviendrai, sache à partir du mois de mars prochain dans quel cadre nous nous situons et que nous puissions entamer notre travail en commun. Je sais que je peux compter sur la participation des centres sociaux dans la mise en œuvre de cette réforme. Vous pouvez commencer d'ores et déjà, puisque 12 intercommunalités se sont portées volontaires pour expérimenter ces nouveaux contrats uniques de la politique de la ville, établir en commun des diagnostics à partir de cette nouvelle géographie prioritaire et surtout engager nos actions globales en faveur de nos habitants. Je parlais des habitants, justement. C'est la deuxième priorité de la réforme que je souhaite mettre en œuvre. Je crois qu'on en a souvent parlé avec les responsables de la Fédération des centres sociaux. Il est indispensable de passer maintenant à une autre étape. Un des ouvrages dont je me suis le plus servi d'ailleurs ces derniers temps, c'est celui que vous avez publié, Question de ville. Et on avait eu l'occasion, lorsque la concertation s'est organisée, d'inviter les habitants qui s'expriment à l'intérieur de ce document. Et je crois que ça a permis aux élus et aux professionnels qui étaient présents de prendre conscience qu'on ne peut plus, effectivement, organiser la politique de la ville sans que non seulement faire participer les habitants qui sont concernés par cette politique, mais surtout les faire agir. Je le disais à la tribune de l'Assemblée nationale lors d'un débat sur la politique de la ville, je disais aux parlementaires, mesdames et messieurs les députés, qui d'entre vous accepterait qu'un matin on lui dise « vous allez partir de chez vous, votre habitation va être démolie, vous serez relogé un jour, on ne sait pas où, on vous le dira ».
Aucun des parlementaires, bien entendu, n'aurait pu accepter une telle situation. Alors je ne vois pas pourquoi on imposerait ce type de méthode aux habitants des quartiers populaires alors qu'on ne pourrait pas l'appliquer à des parlementaires. Et c'est un des enjeux majeurs, je crois, de ce que nous avons à faire ensemble dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je sais que la participation des habitants fait partie de l'ADN des centres sociaux, mais vous le soulignez vous-même, et Gérard Collomb le rappelait tout à l'heure, il ne s'agit plus de parler de participation, mais bien de co-construction des politiques de la ville avec les habitants. Moi, j'ai souhaité pour cela confier une mission à deux personnalités, Mohamed Mechmash, qui est le président de l'association Assez le Feu, qui est une association qui a fait beaucoup à Clichy-sous-Bois après les événements de 2005 pour, entre guillemets, rétablir la situation, l'ordre dans la ville de Clichy après ce qui s'était passé, mais je veux dire de pouvoir permettre aux habitants d'exprimer d'une autre façon leur indignation, leur colère, et de pouvoir engager un dialogue qui soit plus constructif avec les pouvoirs publics et tout particulièrement avec les élus locaux. J'ai souhaité associer à Mohamed Mechmash Marie-Hélène Baquet qui est ici et que vous aurez l'occasion d'entendre, je crois, au cours de cette journée. Il travaille maintenant depuis plusieurs mois, rencontre énormément d'acteurs dans le pays, acteurs associatifs bien entendu, simples citoyens aussi, pour essayer de voir quels sont les outils indispensables pour que nous puissions organiser cette co-construction. Ce rapport, nous en rediscuterons dès la semaine prochaine à l'occasion d'une conférence citoyenne organisée par Mohamed Mechmash et Marie-Hélène Baquet. Et je dis bien organisée par eux deux. Voilà, parce que je ne vous cache pas qu'à l'intérieur de l'administration, si les objectifs, tout le monde était d'accord pour dire que l'objectif de la co-construction était indispensable. Après, dans la mise en route de la mission, ça a été un petit peu plus compliqué de faire comprendre à l'administration française que le principe même d'indépendance de cette mission était un gage de sa réussite. Voilà. Je pense que dans la mise en œuvre des propositions que vous ferez à l'issue de cette conférence citoyenne, nous aurons encore du travail pour persuader l'administration, bien entendu, pas que l'administration d'État, les administrations locales aussi, parce que je les connais bien. Nous aurons du travail aussi pour convaincre les élus que, bien entendu, s'ils sont à l'arrivée décideurs des actions menées à l'intérieur de leur ville, il faudra qu'ils co-construisent cette décision avec les acteurs, avec les habitants, avec les citoyens de ces quartiers. C'est un enjeu prioritaire, c'est un enjeu majeur. Moi, je souhaite que cette réforme de la politique de la ville marque sur la question de la co-construction des projets de ville avec les habitants un tournant décisif, parce que c'est un enjeu majeur pour lutter contre les discriminations, pour lutter contre les stigmatisations dont sont victimes les habitants de ces quartiers. Il faut faire aussi que cette colère que je vois parfois, que je ressens à l'intérieur de ces quartiers, se transforme en mobilisation active. On ne peut pas rester les bras ballants à constater la montée des extrémismes, à constater la montée du fondamentalisme, à constater aussi la montée de l'abstention à l'intérieur de nos quartiers populaires. On ne peut pas rester les bras ballants. La réponse, on la connaît, c'est la capacité pour les citoyens de s'emparer de leur vie. Et j'espère que les propositions que vous me ferez, que vous ferez d'ailleurs, je crois, au-delà du ministère de la Ville, à l'ensemble du gouvernement, c'est que ces propositions permettront de trouver ces éléments d'une mobilisation citoyenne plus accrue à l'intérieur de nos quartiers populaires. Moi, je souhaite, et j'ai essayé de le faire ces derniers mois, installer un climat de confiance entre les pouvoirs publics et le monde associatif. Gérard Collomb y faisait référence. Je veux pouvoir dire 2-3 mots là-dessus. Pour moi, ça passe simplement par une formule qui est de vous simplifier la vie. Voilà, je sais comment ça se passe à l'intérieur de la politique de la ville. Je sais
je sais le temps que vous passez effectivement à remplir des dossiers de subventions. Ces dossiers de subventions, ces montages de dossiers permettant de trouver des financements qui vous permettent eux-mêmes de faire financer surtout votre fonctionnement. Alors, je vais aller directement à l'essentiel. Gérard Collomb faisait référence à ce qu'il avait organisé ici, dans le Grand Lyon, à travers les conventions pluriannuelles d'objectifs. C'est pour moi, après le vote de la loi au Parlement, la prochaine étape, c'est-à-dire que pour l'année 2014, nous puissions engager les méthodologies pour que toutes les associations, toutes les structures associatives qui ont fait leurs preuves depuis longtemps, qu'on passe bien entendu d'un financement annuel à un financement pluriannuel à travers des conventions d'objectifs communs. Et je souhaite même qu'on puisse aller plus loin. À partir du moment où on a établi ensemble un diagnostic, à partir du moment où on a un engagement commun à l'intérieur de la politique de la ville, on n'est peut-être pas obligé non plus de segmenter l'action d'une association en petits morceaux, en autant de dossiers de subventions. Et donc, moi, je souhaite, je crois que vous avez parlé de pacte de coopération qui consiste à reconnaître une bonne fois pour toutes un financement global des actions d'un centre social sur son territoire. À partir du moment où on est tous d'accord, eh bien, je m'y engage. Ça fera partie des méthodologies que nous allons mettre en œuvre dès les prochains contrats de ville, parce que je sais ce que ça veut dire pour une association. Et je faisais référence finalement aussi à ce que me disait un élu. Il me disait, l'État me donne, après c'était le député maire d'une ville moyenne, il disait, l'État me donne 7 millions d'euros de dotation de solidarité urbaine sans me poser aucune question sur ce que je vais faire de cet argent. Et pour la politique de la ville, il me donne 300 000 euros et je ne compte plus les heures passées avec le sous-préfet, avec les élus et ainsi de suite pour justifier de l'ensemble des actions. Je sais aussi l'effet pervers, c'est qu'on finance les actions et on ne finance pas le fonctionnement, comme si ces actions pouvaient exister sans fonctionnement. Voilà. Donc, je savais répondre à votre attente et donc vous pouvez compter sur moi pour que nous changions totalement de méthodologie à cet égard. Quelques mots avant de conclure et de vous laisser commencer enfin vos travaux. Je voudrais m'adresser à votre président, Monsieur Pierre Garnier. Voilà, Monsieur le Président, je sais que vous quittez les fonctions que vous exerciez depuis 2007 à la tête de votre fédération. Voilà, pendant 6 ans, vous avez soutenu les équipes des centres, confrontées au quotidien de plus en plus difficile des familles, aux tensions grandissantes, aux tensions verbales, aux tensions physiques. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous remercier de votre travail d'animation et de défense de l'utilité sociale de ce beau réseau. Merci de votre détermination à faire vivre le bien commun et l'intérêt général, que ce soit à la Fédération, mais aussi à l'Agence de cohésion sociale et pour l'égalité des chances, où vous êtes présent en tant qu'administrateur et où vous n'avez jamais cessé d'apporter une parole constructive. Voilà, de Douai, où j'ai visité... Oui, je crois que... Voilà, nous nous sommes rencontrés quasiment quelques semaines après mon installation au ministère de la Ville. On s'est revus souvent, on se reverra encore lundi avec le président de la République qui réunit pour la deuxième fois un certain nombre de responsables associatifs des quartiers pour pouvoir échanger avec eux et surtout pour pouvoir... Vous avez pas reçu l'invitation? Bon, je m'en charge. C'est lundi, hein? Vous étiez au dernier... Normalement, vous avez été invité pour le prochain. Voilà. Donc, en tout cas, donc, je voudrais moi simplement, tout simplement, vous
vous remercier pour le travail conjoint qui s'est engagé entre le ministère de la Ville et la Fédération des centres sociaux. Je sais aussi que grâce à vous, on a dépassé cette relation pour engager une politique partenariale avec les autres ministères qui sont concernés par les centres sociaux et qu'une réunion interministérielle s'est tenue à votre initiative il y a quelques semaines. Et moi, je comptais sur moi pour faire que ce travail interministériel pour pouvoir soutenir votre action se poursuive. Merci donc pour votre action. Merci pour votre action à vous tous et à vous toutes, responsables, bénévoles, salariés des centres sociaux. Je le disais tout à l'heure, je le disais à Gérard Collomb, chaque semaine, je visite un ou plusieurs quartiers de la politique de la ville et à chaque fois, je peux me rendre compte de l'action que vous menez, le fait que vous soyez, pour les habitants de ces quartiers, un point de référence, un lieu où s'organise la parole, où s'organise l'écoute, où s'organisent aussi les dynamiques du monde associatif de ces quartiers. Sachez que j'ai la volonté, à travers de la réforme de la politique de la ville, qu'on revienne à l'essence même de ce qu'est la politique de la ville, cette action partenariale, cette volonté surtout de ne pas laisser les choses en l'état et de se dire que dans ce beau pays, quand on parle d'égalité républicaine, ça doit d'abord et avant tout concerner ces quartiers les plus défavorisés. Je sais pouvoir compter sur votre action, vous pouvez savoir compter sur la mienne. Merci à vous.